Chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors cette semaine, on va parler un peu d'art, on va parler de Andy Warhol, Le Renard Blanc, un livre qui a été publié il y a déjà quelques années aux éditions Alary et qui a été écrit par Jean-Noël Liot. Alors avant de parler du livre, je voulais vous dire que sur Netflix en ce moment, il y a une série sur Andy Warhol qui capte parfaitement, d'abord qui est très très bien faite parce que elle se base évidemment sur beaucoup de témoignages et puis elle capte parfaitement l'air du temps, même si je pars du principe que la série en elle, pour connaître et comprendre véritablement le personnage, n'est pas suffisante. Et voilà pourquoi le livre sur lequel je m'appuie est un livre, je dirais, un roman, même s'il se veut être une biographie, c'est véritablement un roman passionnant parce que il nous explique un petit peu plus cette personnalité fascinante de Warhol, personnalité à la fois fascinante, personnalité qui attirait du monde, qui attirait les masses, qui attirait les foules, et à la fois une personnalité très complexe, très très difficile à approcher, et puis surtout une personnalité finalement assez arriviste. Alors le renard blanc, comme se prénomme le livre en référence à cette perruque blanche, grise, métallique, argentée, toutes ces perruques que Andy Warhol ne cessait de porter à partir du moment où il a commencé à, je dirais, se forger un personnage, un mythe dans lequel il s'est inscrit. Eh bien, Le Renard Blanc est une biographie assez passionnante parce que l'auteur est parti à la recherche des témoins de la vie de l'artiste afin de rendre mieux compte de l'homme qui se caractérisait et qui se cachait derrière le génie. Alors il faut savoir que Andy est devenu avec le temps, parce qu'au début il n'a pas rencontré le succès et la gloire immédiatement, il est devenu le peintre de cette ère clinquante et dont le gâchis constituait la rançon du progrès. Warhol, avec sa factory, qui était son endroit où il travaillait, où des fêtes étaient organisées, c'était son monde à lui, sa bulle à lui, eh bien Warhol est devenu, pour les gens qui le fréquentaient, une drogue délicieusement irrésistible. Il faut savoir que tout le monde voulait fréquenter à l'époque Warhol et traîner dans sa bande était véritablement considéré comme quelque chose de gratifiant. On faisait partie des gens qui étaient dans le coup. C'était vraiment, il fallait traîner autour de Warhol. Et donc, Warhol s'est entouré énormément de muses et ce qui est marrant, c'est que la comédienne Paulette Goddard, qui était également une proche de Andy Warhol et qui était la muse de Charlie Chaplin, l'appelait le renard blanc et elle disait c'était bien ainsi que je le vois. C'était Andy Warhol, un renard malin et curieux, un goupil à pelage platine qui ne cessa d'explorer, un fennec fleurant le sens du vent, qui comprit son époque mieux que quiconque, mais mystérieux et insaisissable, que peu de gens parvinrent à vraiment caresser. Ce fantastique Mr. Fox était pour moi le dernier dandy. Et Paulette Goddard, qui était elle-même une légende, en fréquentait une autre, c'est-à-dire Andy Warhol, et tous les deux avaient compris l'importance de se fréquenter. Ils se valorisaient mutuellement, elle avec ses fourrures et ses cabochons, et lui avec sa perruque argentée et sa veste de smoking qu'il portait avec un jeans. Il attirait les photographes tous les deux comme le pollen des abeilles. Tout est dit, bien plus qu'une biographie artistique, c'est surtout ce livre une magnifique retranscription des États-Unis des années 40 jusqu'à la fin des années 80. On ressent très fort à travers ce livre la folie créatrice, le génie des années 70, 60, 80, où tout n'était que strass et paillettes, mais où finalement, derrière ces apparats, eh bien, c'était aussi des hommes et des femmes qui vouaient un culte sans commune mesure à Warhol et que ce dernier plaisait à malmener pour en faire ses sujets de création. On sait que Warhol ne s'est pas limité uniquement à ses œuvres d'art, ses sérigraphies, qu'il a fait énormément de films expérimentaux qui n'ont jamais vraiment percé. C'était des films expérimentaux dans lesquels il
utilisait, parce que c'est vraiment le mot, utilisait ses muses, que ce soit Sedgwick, que ce soit Ultraviolette, que ce soit Nico, Ondine ou Brigitte Berlin, toutes des muses quelque part qu'il a fini par jeter au moment où elles ne lui servaient plus à rien. Et donc, il n'a jamais vraiment pensé aux sentiments de ses acteurs, personnages, et c'est un peu ce qui ressort de ce livre, c'est-à-dire que tous ces gens rêvaient de faire partie de cette bulle magique et de connaître finalement pendant 15 minutes la gloire et faire partie de cette bulle magique fermée de Warhol. Et Warhol, eh bien, il les utilisait et il les utilisait dans ses films, mais tous, à défaut de lui pardonner, l'excusaient, bien entendu, parce que, voilà, au nom de l'inventivité, eh bien, Warhol pouvait tout faire. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens autour de Warhol qui se sont suicidés. Il faut dire que sa relation avec Eddie Sedgwick, qui a beaucoup joué au départ dans ses rôles, qui a même repris son look, tous les deux à deux sortaient vêtus de perruques argentées, eh bien, elle-même, à la fin, avant de mourir, bien entendu, d'une overdose, s'est opposée à Warhol, s'est sentie utilisée par lui, s'est sentie ruinée par lui. Il y a beaucoup à lire dans ce livre qui est passionnant et qui se lit comme un roman, parce que finalement, le lecteur vit avec Andy Warhol, il crée avec lui dans l'atelier La Factory, même si le texte garde toujours une posture d'analyse sur ces hommes qui bouscula jusqu'à sa mort. Et donc, tous ses amis, il les a fait jouer, il les a fait parader dans ses films. Et quelque part, quand on les revoit aujourd'hui, ce sont souvent des femmes un peu perdues, des jeunes filles qui rêvaient de gloire, qui venaient souvent aussi de mondes, parce que ça fascinait Warhol, qui venaient de mondes très prestigieux, de lignées aristocratiques, et qui étaient perdus finalement dans ces mondes. Et dans ces films, finalement, ils soulignent la vacuité de leur existence vouée à la parade et leurs blessures finalement sont très très mises en avant dans ces films où ces jeunes femmes sans repère se mettent en scène. Alors la démarche, je dirais, de Jean-Noël Liot, l'écrivain, se distingue par l'intimité dans laquelle il entraîne ses lecteurs pour les convaincre de l'infinité complexité de la personnalité de l'artiste. Et j'ai été frappée par le tableau que dresse l'auteur de la jeunesse de Warhol, parce que enfant, je dirais que Warhol a véritablement vécu dans la précarité dès son arrivée aux États-Unis. Et également, il y avait un attachement démesuré pour sa mère qu'il a tenu à garder présente à ses côtés tout au long de sa vie. Il lui a même demandé par moments de collaborer pour son travail. Et donc, on assiste dans le livre à son évolution qui met du temps à être pris au sérieux parce qu'au départ, Warhol sera graphiste illustrateur pour des magazines de mode, de prestige. Et puis, petit à petit, il va commencer à trouver sa façon de travailler. Il va travailler la sérigraphie. Et donc, il va reproduire des icônes de mode, des icônes de télé, de cinéma, des stars. Il aura très, très vite compris comment ça marchait à ce moment-là. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'après-guerre a vu arriver des galeries femmes très intelligentes avec des compétences extraordinaires. Par exemple, une des premières qui a exposé Warhol fut Leonore Wart de la Stable Gallery, qu'il va ensuite abandonner très lâchement pour Leo Castelli. Mais il y aura à Londres une certaine Erica Brownson qui fit découvrir Bacon. Il y aura à Paris Denise René avec Vasarely, pardon. Et puis Helena Sonnebunt, qui était l'ex de Castelli et qui, bien sûr, exposera Warhol également. Et toutes ces femmes aimaient les controverses, elles aimaient défendre des artistes qui ne faisaient pas la une. Et donc, le livre, et c'est ça qui est assez avantageux, c'est que le livre de Jean-Noël Liot se consacre à la personnalité d'Andy Warhol et à ses relations avec son entourage. Il rappelle aussi le livre toute l'énergie qu'il a consacrée au cinéma à côté de son œuvre picturale. Alors, c'est vrai que
Les entretiens que Jean-Noël Liot a eus avec des artistes qui ont bien connu Warhol ou des stars ou des muses, eh bien, ces entretiens sont très denses, sont très riches et reflètent le talent, la créativité et la capacité qu'a eu Warhol d'user de ses collaborateurs. Et c'est vrai que Andy Warhol, né Andrew Warhola, pardon, s'est toujours senti très différent des autres. Ce sentiment l'accompagnera toute sa vie et le conduira bien entendu à une fin tragique. C'était un hypochondriaque, méfiant des autres, gratifié d'un visage ingrat, mais cependant doté d'une intelligence visuelle qu'il saura exploiter. Et c'est vrai que l'auteur nous dit que Warhol avait échoué à se construire une allure normale, mais qu'il avait réussi, en dédramatisant son apparence et en adoptant moult perruques, de se créer une identité remarquable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, et le livre le dit bien, Warhol était finalement un véritable comédien en lui-même parce que même dans sa façon de bouger, sa gestuelle ou sa façon de parler, on dit qu'il parfois adoptait sa petite voix Bouvier en faisant référence aux cousine de Jacqueline Onassis et de sa sœur Lyra Dziwill. Il faisait référence aux cousines de ces deux femmes qui avaient connu un destin plus tragique et souvent il prenait cette petite voix pour parler aux gens. Alors il faut savoir que Warhol, et c'est ça que le livre décrit, c'est pour ça que je n'insiste pas tellement sur l'aspect artistique, je vais y revenir tout de suite, était un véritable incubateur de talent et qui agissait comme un vampire parce qu'il absorbait l'énergie de ses proches et s'emparait finalement de leurs idées. Et il était toujours très entouré, mais ne faisait confiance à personne. Et finalement, il était très lucide sur la vacuité de sa vie privée. Et donc, je dirais que Warhol détonne dans ce monde artistique de son époque parce qu'il parvient à exploiter des nouvelles pistes et à ce moment-là de s'affranchir des expressionnistes abstraits. Alors il parle par exemple à un certain moment quand il a commencé à réaliser ses sérigraphies et quand il a fait par exemple cette fameuse sérigraphie de Marilyn Monroe, eh bien finalement à force de reproduire cette sérigraphie, de la reproduire en série, lorsqu'elle est morte, Andy Warhol, le monde entier a été assommé, se souvenait le metteur en scène et ami et professeur d'art dramatique de Monroe à l'Actors Studio. Pourquoi ? Parce que les portraits que Warhol a fait d'elle ont été à la fois un accompagnement et un soutien pour tous ceux qui l'adoraient, mais aussi un commentaire sur son décès et sur les excès qui avaient mené à sa perte. Comment cela ? Eh bien, par l'usage des teintes si criardes qui sautaient aux yeux. Et donc, quelque part, grâce finalement à cette façon de mettre cette icône tellement en avant, eh bien finalement il a imprimé son visage des centaines de fois, que ça soit en noir et blanc mais aussi en couleur. Il a choisi des couleurs tapageuses, couleurs acides, tout ça pour mieux souligner le contraste justement entre la vulnérabilité de la femme et la violence de sa femme prématurée, qui était donc une fin à l'âge de 36 ans. Il y a même eu une version d'une Marilyn dorée, qui, on peut l'appeler la Golden Marilyn, eh bien, pourrait appartenir à une autre catégorie parce qu'il en a fait presque une icône byzantine. Et donc, dans cette version, Marilyn est devenue une sainte martyre canonisée par Warhol. Et donc, la disposition des tableaux en série avait quelque chose d'hypnotique et finalement, c'est ce que Marella Agnelli avait soutenu, que quand on en voyait plein comme ça, on était comme happé par l'image, happé par ce côté hypnotique. Et puis en 1963, il faut savoir que Warhol a également décrit des accidents de voitures mortelles, des voitures mortelles, des cadavres qui ressemblaient à des pantins disloqués dans des véhicules en flammes, des intoxications alimentaires par des boîtes de thon. Et donc c'était toujours là aussi des sérigraphies, des photos sérigraphiées, et elles avaient fait la une des journaux, et chacun
présentait finalement le versant endeuillé d'un aspect de la société de consommation. Donc à la fois, chez Warhol, il y avait le côté brillant, magique de l'Amérique à son apogée, et puis d'un autre côté, il y avait la face sombre de l'Amérique, où par exemple, il a très très bien reproduit ces chaises électriques qui évoquent la peine de mort, qui évoquent le côté plus moche, plus sinistre dans la société américaine, et qui, tout en créant un sentiment de malaise profond, sont finalement, et c'est ça la force et la folie et le génie, je dirais, artistique de Warhol, c'est justement que ces chaises électriques, eh bien, épurées de tout, on dirait presque des fauteuils de Mallet Stevens. Et donc, Warhol, à travers ces images répétitives, ces images d'icônes, lui-même les canonisait en quelque sorte, eh bien, en même temps, il montrait à travers les couleurs, à travers les sujets, eh bien, le revers de cette société de consommation où, comme il le disait très bien, il suffit de 15 minutes de gloire et ça y est, on est connu, quoi. Et donc, j'avais aussi envie de vous parler de, mis à part ces films qui n'ont pas finalement tellement bien réussi, alors j'en ai vu quelques-uns, c'est vrai qu'ils sont d'une lenteur pas possible. Par moments, c'est très trash. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du fait de dormir. Il y a un autre sujet où un homme est en extase pendant qu'on lui fait une fellation. Il y a un autre sujet où, par exemple, on voit les Chelsea Girls qui se préparent. Enfin, finalement, il n'y avait pas vraiment de sujet. Il filmait les gens. Il faisait attention à tous les détails lors de ces vidéos. Mais il y avait presque quelque chose d'ennuyeux, même si ça se voulait artistique. Il n'a jamais connu, je dirais vraiment, le succès. Alors, pour ces films. Alors, il faut savoir que dans ses toiles, comme je le disais, Warhol avait exprimé de façon violente l'envers de la société de consommation américaine et les secrets cachés finalement de ce faux pays de cocagne. Nourriture, faits divers, idoles sacrifiées du star system, tout y était là. Et finalement, en tant que cinéaste aussi, il avait jeté un regard froid et voyeur sur la banalité du quotidien et sur la sexualité. Et donc, dans tous ces domaines, je dirais que les propositions warholiennes avaient été crues, acides et agressives, mais elles continuent et elles ont continué pendant longtemps à fasciner durablement. Et c'est dans ce contexte-là aussi que je voulais parler de la revue que Andy Warhol avait créée, qui s'appelait Interview, et qui a vraiment pris à un certain moment son envol, parce que là aussi, Warhol avait compris qu'une revue de cinéma d'avant-garde n'avait aucune chance de décoller et de séduire un large public, alors que justement, un magazine consacré à la culture et aux arts, à la mode et aux célébrités, pourrait s'imposer sur le marché américain auprès de jeunes citoyens. C'était ça le public qu'il visait. Et donc, grâce à Bob Colasello, qui a été nommé rédacteur en chef, la ligne éditoriale de, justement, Interview trouva très, très rapidement le ton qui lui assurait le succès. Il avait très très bien compris, Warhol, qu'il devait déléguer l'essentiel de son travail à Colasello et à son escadron. C'est vrai que lui continuait de superviser chaque numéro, mais rien n'était publié sans son approbation. Sans son approbation. Et donc, il eut l'idée même d'interviewer une célébrité par une autre célébrité et de retranscrire les propos échangés sans les rajouter pour ajouter plus de spontanéité. Et donc, quelque part, quand on lit tout ça, quand on regarde tout ça, finalement, Warhol était bien en avance sur son temps, surtout quand on regarde aujourd'hui ce qu'est devenue notre société, qui est une société plus que jamais de consommation et surtout une société où n'importe qui peut avoir du succès. Warhol l'avait déjà très très bien compris il y a de cela plus de 50 ans et il en a joué à merveille et ça a fonctionné. Alors,
Je vous laisse découvrir ce livre parce qu'on découvre aussi la Factory argentée, qui était quand même ce milieu spécifique, sa bulle, son lieu de travail, mais en même temps un lieu de fête, un lieu de délire, un lieu de tout, de création, qui était le lieu, la bulle magique où tout le monde voulait être vu et où tout le monde voulait participer. Et on rentre finalement dans cette atmosphère toute particulière du monde de Warhol. Et je pense que ça se lit de façon, c'est très agréable et ça complète très très bien la série Netflix qui est en ce moment diffusée, la série sur Warhol. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.